Aujourd'hui, nous bouclons la boucle de notre périple autour du monde en traversant l'Océanie, en naviguant en quelque sorte dans ce monde qui se caractérise par la dispersion insulaire. Nous allons décrire le grand océan, nous allons souligner ses caractéristiques morphologiques, climatiques. Nous allons aussi le traverser en compagnie de ces grands navigateurs qu'ont été les peuples asiatiques qui ont peuplé les archipels, qu'il s'agisse de la Mélanésie, de la Micronésie ou de la Polynésie. Nous allons aussi regarder de plus près la formation des États modernes, de ces petites îles, de ces petits archipels, de ces États dont la réorganisation a été largement influencée par la pénétration coloniale, celle des grandes puissances, celle des navigateurs européens, parmi lesquels de nombreux pirates et des flibustiers même. Nous allons aussi examiner le cas de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui correspondent à bien des égards, bien qu'ils soient des domaines essentiellement européens, au véritable Extrême-Orient d'aujourd'hui. Nous allons pénétrer dans deux des villes, Sydney et Auckland, deux ports ouverts, largement ouverts sur l'Asie, pour terminer en parlant justement de cette ouverture, en parlant de la mondialisation et de l'usage de la géographie dans l'étude de cette mondialisation. L'une des caractéristiques fondamentales de cet immense espace océanique que constitue le Pacifique, c'est que les îles qu'on y trouve, qui sont nombreuses, qui sont parsemées entre l'Asie et l'Amérique, sont en fait beaucoup plus rapprochées de l'Asie, sont beaucoup plus sur le versant asiatique. Où d'ailleurs, elles constituent une sorte de poursuite du sud-est asiatique, au même titre que celui-ci, on l'a souligné, constituait ou constitue une poursuite de l'Asie proprement dite. Avec bien sûr le cas tout à fait particulier de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, dont nous reparlerons plus tard. Ici, nous nous attardons un peu plus à ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler les archipels tropicaux. La Mélanésie, la Micronésie et la Polynésie sont les trois grands ensembles auxquels on renvoie traditionnellement, encore qu'il fasse être très prudent, étant donné que, culturellement parlant, il y a des chevauchements considérables entre ce que l'on appelle ici, donc, ces trois grands ensembles des archipels tropicaux. Les divisions sont en fait assez arbitraires. L'exemple classique, c'est celui des îles de Kiribati, ou l'archipel des îles Kiribati, on écrit Kiribati, au cœur du Pacifique, qui relève en partie de ce qu'on appelle la Micronésie et la Polynésie, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons, à savoir fondamentalement, en fait, le fait que les migrations ont toujours caractérisé cet immense domaine océanien et que la régionalisation que nous dressons ici est bien sûr soumise à caution. Je rappelle que l'ensemble de la population de tous ces archipels, c'est de l'ordre de moins de 10 millions d'habitants, alors que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ensemble en font à peu près 22 ou 23 millions d'habitants. Bon. S'agissant de la Mélanésie, d'abord, cette projection, cette poursuite de l'arc insulaire indonésien, elle rassemble un peu plus de 6 millions d'habitants, les îles ou l'archipel qui la composent. Cette Mélanésie, ça comprend d'abord et avant tout la grande Papouasie-Nouvelle-Guinée ou l'île de Nouvelle-Guinée, qui, je le rappelle, est divisée très arbitrairement en son centre, entre une partie indonésienne, la province d'Irian Jaya, la plus grande de l'Indonésie, et puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée proprement dite, dans la partie orientale. Bon, c'est ici que commence cette Mélanésie, qu'elle se poursuit en gros, qu'elle se poursuit jusqu'aux îles Fidji. Cette Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc surtout peuplée de Papous, 4,5 millions d'habitants environ, mais aussi de Mélanésiens proprement dit, tout comme ces îles Salomon, qui poursuivent donc ce domaine vers l'est, Salomon centré sur l'île de Guadalcanal. Et puis bien sûr les îles Vanuatu, autrefois Nouvelles-Hébrides, la Nouvelle-Calédonie, territoire d'outre-mer français, centré sur Nouméa, dont la capitale est Nouméa, on y reviendra, et bien sûr les îles Fidji, qui sont justement à cette jonction entre le domaine mélanésien et polynésien dont nous allons parler un peu plus loin. Les îles Fidji constituées notamment de deux grandes îles, ou deux îles principales, Viti Levu et Vanua Levu. Bon, moins d'1 million d'habitants, mais une densité relativement élevée pour ce genre de domaine, 40 habitants au kilomètre carré, avec une population à moitié indienne, d'origine indienne, ce qui rappelle la place qu'occupaient les îles Fidji dans le domaine britannique. Lesquels Britanniques ont importé cette main-d'œuvre indienne, notamment pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Bon, Micronésie maintenant, plus au nord. Ici, c'est essentiellement le domaine du nord-ouest du Pacifique, une région qui a été peuplée par, en partie, des migrations en succession à partir des Philippines. Et cette Micronésie qui est essentiellement le domaine américain. On est donc au nord de l'équateur. Ça comprend donc l'île de Guam, semi-indépendante, l'immense base aérienne américaine, qui a donc servi pendant la guerre du Vietnam,
Les îles Mariannes, dites du Nord, là aussi semi-indépendantes, Palau, les États fédérés de Micronésie, les îles Marshall, tout ça, 200 000 habitants sur seulement 2000 quelques kilomètres carrés de superficie terrestre, ça veut donc dire une très forte densité pour ce genre de domaine, une centaine d'habitants au kilomètre carré, mais des eaux territoriales immenses, 7,8 millions de kilomètres carrés, contrôlées donc par les États-Unis face au domaine chinois. Ça, c'est important pour une géopolitique, quelque chose qu'il faut toujours retenir, l'immense présence américaine dans ce nord-ouest du Pacifique. Ensuite, évoquons des îles à la fois micronésiennes et polynésiennes au cœur du Pacifique, petite île de Nauru, 21 km², 10 000 habitants, un État indépendant, hein, une petite montagne de phosphate, mais largement en état d'épuisement. Kiribati, cet immense archipel que j'ai déjà évoqué, centré sur la capitale de Tarawa, étalé sur presque 4000 km d'est en ouest, 33 îles, 700 km² de superficie, mais des eaux territoriales immenses, 3,5 millions de kilomètres carrés, et surtout cette caractéristique assez unique d'un pays qui est divisé par la ligne de changement de date et donc avec un décalage horaire entre les deux extrêmes de 23 heures. Et il s'agit des anciennes îles de la ligne, soit dit en passant, Gilbert et Ellice et les îles Phoenix, bon, pour ceux qui ont de vieux atlas. Enfin, la Polynésie, 2 millions d'habitants environ, un immense triangle scalène, avec au sommet Hawaï, cet archipel américain qui chevauche le tropique du Cancer, dans le sud-ouest l'île de Tonga, et dans le sud-est l'île de Pâques. Hawaï, rappelons-le, très importante dans le dispositif américain dans le Pacifique, un des États américains, vous le savez. Et puis aussi, toujours dans le domaine américain, les Samoa américaines, pardon, au cœur du Pacifique, contenant l'ancienne base de Pago Pago. Bon, puis ensuite, ici, il faut bien souligner le grand domaine français du Pacifique central-sud, les îles Wallis et Futuna, territoire d'outre-mer français, le grand triangle dit de Polynésie française, qui constitue aussi un territoire d'outre-mer, 200 000 habitants, avec les îles Marquises au sommet, les îles de la Société au centre, dont celle de Tahiti avec la capitale de Papeete, et puis l'île très célèbre de Bora Bora, qui rassemble l'essentiel de la population, celle que je viens de mentionner, les îles australes plus au sud, donc qu'on appelle aussi Tubuai, Tuamotu, qui ont été l'objet d'essais nucléaires, plus exactement dans le lieu d'objets nucléaires, notamment dans l'île de Mururoa, les îles Gambier, tout cela délimitant pour la France un immense aussi territoire d'eau territoriale, 5 millions de kilomètres carrés. Ensuite, les vestiges anglais, en quelque sorte, parce que l'Angleterre a déjà été largement présente, l'île de Pitcairn, 50 habitants, toute petite, perdue dans le Pacifique, qui rappelle la mutinerie des marins du navire le Bounty en 1790, et puis des îles qui relèvent de la Nouvelle-Zélande, Tokelau, Cook et Niue, et puis finalement des archipels indépendants tels que les Samoa occidentales, indépendants au sein de cette Polynésie, les Samoa occidentales, les îles Tuvalu, toutes petites, très forte densité, et puis les îles Tonga, un royaume qui est toujours demeuré indépendant, l'un des seuls dans l'ensemble de ce Pacifique, et puis finalement, dans l'extrême sud-est, on en a déjà parlé, le cas tout à fait exceptionnel de l'île de Pâques qui relève du Chili, une île qui est célèbre parce qu'on y retrouve les vestiges de monolithes qui datent d'à peu près l'an 1000, qui ont un millier d'années, sur une île largement déboisée, qui a sans doute été le lieu d'une civilisation assez sophistiquée, mais qui aujourd'hui, bien sûr, est largement dépeuplée, seulement 2000 habitants. Nous sommes donc ici dans cet immense espace qui nous permet de boucler la planète, n'est-ce pas, ce tour de la planète entre l'Asie et l'Amérique. Un espace qui couvre 175 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire plus de 17 fois la superficie du Canada, 35% de la superficie de la planète et 50% de la superficie totale des mers. Cet immense océan ne draine cependant que 25% de la planète. Je veux dire par là que son bassin versant, asiatiques et américains essentiellement, ne représentent que 25% des bassins versants de l'ensemble de la planète. Ceci dit, son approvisionnement lui provient également des océans voisins, et en particulier l'océan Indien et l'océan Antarctique. Les terres émergées dans ce Pacifique ne comptent que pour 9 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 5% des terres émergées de la planète. Et puis l'essentiel, la quasi-totalité, 99% de cela, est représenté bien sûr par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Guinée. Alors si on parlait de l'espace océanien proprement dit, on arriverait avec 1% ou à peine de cet espace de 9 millions de kilomètres carrés. Bon, les îles et les archipels
ceci est à souligner, sont donc largement soumis aux influences océaniques, à souligner, étant donné donc qu'elles sont tellement dispersées et qu'elles sont très réduites. Et ces influences océaniques, ce sont à la fois les courants, ce sont les vents et ce sont bien sûr les reliefs, ou ce qui caractérise les reliefs du Pacifique, à savoir un domaine largement volcanique. Ce Pacifique qui est donc immense, il s'étale sur 17 000 km sur sa plus grande largeur entre l'Asie et l'Amérique. Et il est le lieu, bien sûr, de courants nombreux, les principaux se concentrant dans la ceinture équatoriale, c'est-à-dire dans les zones équatoriales. Il y a donc deux courants d'abord chauds qui circulent d'est en ouest, c'est-à-dire vers l'Asie, qui en est donc ainsi réchauffé. Le premier est le courant sud-équatorial, donc au sud de l'équateur, ensuite le courant nord-équatorial, qui en fait, rendu à la hauteur de l'Asie ou à proximité de l'Asie, remonte vers le Japon, où une forme de courant qu'on appelle le Kuroshio, qui contribue donc à réchauffer le sud de l'archipel japonais, et puis ensuite se diriger à nouveau vers l'est à la hauteur du 40e parallèle. Il y a aussi cependant un contre-courant équatorial qui est en fait au nord de l'équateur, environ au 5e degré, qui file lui d'ouest en est vers l'Amérique et qui donc sur ce plan contribue à réchauffer quelque peu les approches de l'Amérique, lesquelles sont cependant largement refroidies par des courants froids. Le premier, qui vient du nord, qui longe la côte de l'Amérique jusque vers la Californie, et un autre qui provient du sud, ce qu'on appelle le courant du Pérou, le courant de Humboldt, qui donc vient des régions méridionales de ce Pacifique. Bon. Et puis il y a d'autres courants froids, en fait, au sud du 40e parallèle, qui circulent d'est en ouest vers l'Amérique. Il y a également des courants froids aériens, c'est-à-dire des vents froids, dans ces latitudes méridionales, ce qu'on appelle les westerlies ou les roaring forties, qui circulent entre en fait le 40e et le 60e degré sud, bien sûr. Il y a des vents d'ouest en est aussi dans le Pacifique Nord. Alors qu'au cœur, et c'est ça qui est important, au cœur du Pacifique, ici, les vents les plus importants soufflent de l'est vers l'ouest. Il s'agit essentiellement de ce qu'on appelle les alizés, qu'on appelle en anglais les trade winds, qui convergent donc vers les zones équatoriales en provenance du nord-est et du sud-est. Ce sont des vents très importants à plusieurs égards. D'abord, ils sont largement porteurs d'eau. Ils expliquent la forte pluviométrie de la Nouvelle-Zélande et de la bonne partie de la Mélanésie. Et aussi, au point de vue historique, fondamentaux, ils ont facilité la pénétration des voiliers européens parce que ceux-ci ont appris à contourner l'Amérique du Sud et le Cap Horn, en passant notamment par le détroit de Magellan. Vous rappelez-vous, Magellan qui a nommé le Pacifique ainsi, tranquille, Pacifique, parce qu'il arrivait donc des zones difficiles du sud de l'Atlantique et qu'il avait négocié son passage pour éviter le Cap Horn à travers le détroit de Magellan. Bon, autre chose importante à ajouter, c'est que les bordures, en réalité, asiatiques de cet océan dit Pacifique ne le sont pas tant que ça, parce qu'elles sont largement animées, on l'a déjà souligné, par les typhons et même par les tsunamis, qu'il ne faut pas confondre avec les typhons. Les tsunamis sont des raz-de-marée d'origine sismique. Bon. Parce que donc, on va le souligner, les grands reliefs de ce Pacifique sont largement marqués par le volcanisme. Mais parlons d'abord des reliefs des bordures de ce Pacifique, les chaînes alpines d'Amérique, bien sûr, et la projection alpine asiatique dont nous avons souvent parlé, qui se prolonge, n'est-ce pas, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Avec, il ne faut pas l'oublier, le bouclier solide australien avec sa bordure en bonne partie hercynienne. Alors qu'au cœur et au fond des océans, il y a des chaînes sous-marines, il ne faut pas l'oublier, et des fosses dites abyssales. Ça comprend notamment la chaîne et la fosse au nord des Aléoutiennes, bien sûr, les crêtes dites de l'Empereur, la crête d'Hawaï, etc. Vous regarderez dans votre atlas, ces choses sont bien représentées. Ça comprend aussi la fosse des Philippines, qu'on appelle quelquefois la fosse de Mindanao, qui est la plus profonde, presque 11 000 mètres de profondeur, et puis la fosse des îles Mariannes, etc. Bon. S'agissant de ce volcanisme, on en a déjà parlé, mais revenons-y. La ceinture de feu du Pacifique, ce qu'on appelle la ceinture péripacifique, qui est d'ailleurs surtout insulaire, là aussi c'est bien illustré dans votre atlas, rassemble 75% des volcans actifs du monde et ils sont dans le Pacifique oriental. C'est-à-dire dans les îles et les archipels essentiellement. Tant les Aléoutiennes, si on va du nord au sud, que les Kuriles, que les îles japonaises, que les îles Mariannes aussi, que les Philippines, bien sûr, que l'Indonésie, on en a parlé, que aussi en Mélanésie et même en Nouvelle-Zélande. Et ça va donc jusqu'en Polynésie, les îles Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, et puis finalement même l'île de Pâques, qui est une île volcanique. Bon, parce que la majorité des îles de ce Pacifique sont d'origine volcanique.
Ceci est traité dans votre manuel et je vais le faire donc ici de façon très brève. Ça comprend les îles volcaniques dites jeunes, qui sont généralement beaucoup plus massives. C'est le cas notamment de l'île d'Hawaï, ou pardon, des archipels de l'île d'Hawaï et de la grande île d'Hawaï, qui est dominée par le sommet du Mauna Loa. Il y a aussi le Mauna Kea qui est très actif, mais le Mauna Loa, c'est un immense massif volcanique qui émerge, qui monte à 4000 mètres, mais en fait, c'est le sommet d'un volcan qui repose à 11 000 mètres, n'est-ce pas? Qui en fait s'étale sur 11 000 mètres, dont 7 000 sous l'eau. Avec un récif qui est formé à la périphérie par des coraux et ce qu'on appelle des madrépores. Bon, il y a aussi des îles volcaniques affaissées, beaucoup plus nombreuses, qui résultent donc de l'affaissement d'un volcan sous son poids ou après une éruption, avec un récif barrière qui, à ce moment-là, délimite une zone marine, un lagon, avec quelquefois un petit cône au centre de ce lagon. C'est un exemple fréquent dans l'archipel des îles de la Société, donc dans cette Polynésie française. Et puis finalement, des îles qui sont encore plus affaissées, jusqu'à immersion totale du cône, de l'ancien cône volcanique, avec l'anneau corallien là, qui délimite un lagon complet, qui est en fait au-dessus de la gueule du volcan. Cela forme ce que l'on appelle un atoll. Bon, de ces formations coralliennes qu'on appelle un atoll, il existe environ 300 types dans le Pacifique, et à souligner qu'une des caractéristiques de ces atolls, c'est qu'ils sont souvent très arides en ce sens qu'ils sont constitués de coraux et ils sont très peu fertiles pour l'agriculture. Le peuplement des archipels tropicaux de l'Océanie résulte d'un processus qui a été très original et qui a duré sur une longue période et qui a impliqué bien sûr des exploits de navigation. Il y a en fait plusieurs interprétations concernant le peuplement de l'Océanie. Il y en a une qui privilégie les origines asiatiques et c'est à celle-là que je vais adhérer. Et c'est cela que je vais essayer de vous résumer ici. À savoir que le peuplement des archipels est exclusivement d'origine asiatique, comme d'ailleurs celui des Amériques dont nous avons parlé précédemment. Replaçons-nous, pour le besoin de la cause, à l'époque du Pléistocène, c'est-à-dire l'époque du Paléolithique en termes culturels, Pléistocène en termes géologiques, qui a duré environ 100 000 ans jusqu'à il y a 12 000 ans. Bon. À ce moment-là, la plateforme de la sonde dont nous avons déjà parlé était émergée, c'est-à-dire que l'île de Bornéo, Sumatra, Java, toutes les îles de la sonde étaient soudées au continent et qu'il y avait un bras de mer ou une série de bras de mer à travers les îles de l'est de l'archipel dit indonésien aujourd'hui qui séparait celui-ci d'un autre continent, c'est-à-dire qu'on appelle le continent de Saül, rassemblant l'île de la Grande Australie, n'est-ce pas, et la Nouvelle-Guinée. Bon, entre ces deux masses continentales asiatiques et sahéliennes, des petits bras de mer, et quelques-uns même qui atteignaient jusqu'à 100 km. Mais ceci dit, il y a déjà 60 000 ans, il y a des peuples qui étaient suffisamment habiles pour franchir ces bras de mer et qui ont donc essaimé au-delà vers le continent sahélien en provenance de l'Asie. Pendant 50 000 ans, se sont donc répandus dans ce continent de Sahel et même dans les îles aujourd'hui dites Salomon, une culture originale, développement d'une agriculture horticole fondée sur la culture du bananier, du pandanus, du taro, des ignames et puis même de la culture de la canne à sucre. Donc une alimentation très riche en hydrates de carbone, vous pouvez voir. Bon. Il y a 6 000 ans à peu près, une nouvelle vague de peuplement, des Austronésiens, ce qu'on appelle les Austronésiens, qui, eux, ont apporté avec eux l'élevage du cochon. Bon, cette culture dite sahélienne, mélangée donc avec la culture austronésienne, a donné comme résultat ce qu'on appelle la culture lapita, un type de civilisation. Bon, cette civilisation a progressé à son tour vers l'est pendant à peu près 2000 ans, grâce au recours à la pirogue à balancer, une des grandes inventions de ces Océaniens. On est rendu maintenant dans le monde polynésien, jusqu'à Samoa, donc l'archipel dit aujourd'hui des îles de Samoa, des îles Samoa, donc dans le domaine polynésien, qui se caractérise ici par le recours toujours à l'horticulture, mais le développement de la poterie, un recours évidemment de plus en plus marqué à la navigation, de plus en plus sophistiquée, cette navigation au plan technique, et puis bien sûr la pratique de la pêche. Les progressions polynésiennes continuent jusqu'aux marquises. Et là, les marquises deviennent en quelque sorte un nouveau noyau de redéploiement des populations après la disparition de la culture lapita, donc au début de notre ère. Les grandes migrations polynésiennes dont on parle dans la littérature, c'est ici qu'elles se déroulent. À partir d'ici, elles partent dans toutes les directions. On atteint l'île de Pâques sans doute au 5e siècle.
On atteint la Nouvelle-Zélande sans doute au 6e siècle et on atteint les îles Hawaï au 8e siècle, à 5000 km des Marquises. Il y a certains auteurs qui prétendent même qu'en fait, les îles Hawaï ont été atteintes dès le début de notre ère. Enfin, peu importe, il s'agit d'exploits remarquables. Les meilleurs navigateurs au monde à l'époque étaient de toute évidence les Polynésiens, largement en avance sur tout ce qui pouvait se faire en Méditerranée, sur les lourds bateaux à rames qu'employaient les Égyptiens, les Romains ou qui vous voulez. Les Polynésiens, donc, il faut le rappeler, ont un héritage d'exploits de la navigation, notamment par la lecture des étoiles, eux aussi, bien avant les Arabes. Un exemple de peuplement un peu particulier, celui de la Micronésie, plus proche des foyers asiatiques, plus proche donc des foyers continentaux que ne le sont bien sûr les archipels polynésiens proprement dit. À souligner ici qu'il y a 3000 ans à peu près, les Philippines étaient sans doute un tremplin essentiel dans cette progression des peuplements en provenance de l'Asie vers le Pacifique. Dans un contexte où, il faut le rappeler, le sud-est asiatique était vraiment un tremplin, non seulement pour le peuplement vers le Pacifique, mais aussi vers l'Afrique. Il ne faut pas oublier, tout à fait dans un contexte très particulier, je vous rappelle simplement que Madagascar a été atteint par des migrations malaises et qu'il y a des peuples des hauts plateaux de Madagascar qui ont des affinités culturelles avec les peuples du sud-est asiatique. Enfin, peu importe. Revenons en Océanie. Les îles Marshall ont été atteintes vers l'an 0, au début de notre ère, en gros. Tout ça pour dire que les catégories que nous utilisons ici, de Mélanésiens, de Micronésiens et de Polynésiens, surtout pour cet immense ensemble du cœur de l'océan Pacifique, sont des catégories qui sont d'abord liées aux migrations historiques et comme celles-ci ont été très complexes, l'identification des types anthropologiques n'est pas toujours facile. Elle répond en tout cas à des périodes de migration fondamentalement. Les Mélanésiens et les Papous, je vous signale au plan anthropologique, sont beaucoup plus pigmentés, plus foncés, ont des traits plus négroïdes, notamment les cheveux crépus. Mais il existe aussi des différences linguistiques fondamentales, notamment entre les langues austronésiennes proprement dites, auxquelles appartiennent les langues mélanésiennes, et puis les langues papous. Hein? Tout ça pour dire que les brassages des peuples ont été considérables à l'échelle des migrations historiques, mais aussi, on le verra, à l'époque de la colonisation européenne, ces brassages ont été à nouveau accentués, ce qui rend, je vous le rappelle, ces catégories utiles, mais non déterminantes. Ce monde des petites îles entre lesquelles les Polynésiens avaient si bien appris à naviguer, il a éventuellement, bien sûr, attiré l'attention des grandes puissances. Dès le 16e siècle, le Portugal, l'Espagne et l'Angleterre s'impliquent de plus en plus donc, dans ce Pacifique. Je vous rappelle Magellan, dans le cadre d'une circumnavigation, franchit le détroit auquel il a donné son nom en 1520, dans le cadre d'une circumnavigation d'ailleurs qui a commencé en 1519, qui est terminée en 1521, et terminée par son équipage parce que lui, il est mort aux Philippines. Bon, un autre exemple, Mendaña de Nera, dans le domaine à ce moment-là déjà espagnol du Pérou, en 1567, réalise une grande expédition à travers le Pacifique qui se rend jusqu'aux îles Salomon et même aux Marquises. Et puis, un exemple anglais, Francis Drake, le flibustier parmi les flibustiers, qui pendant 3 ans, 1577-1580, réalise un tour du monde à son tour, n'est-ce pas? Franchit le cap au sud de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, pardon. Et dans le cadre d'un périple phénoménal, il est parti de Plymouth en Angleterre, s'est rendu au Brésil, franchi donc le détroit, est remonté le long des côtes du Pérou, Californie, Philippines, tout ça en pillant les postes espagnols, en pillant les comptoirs espagnols. Il se rend jusqu'aux Moluques, au célèbre, fait le tour de l'Afrique éventuellement, et remonte à Plymouth, rapportant une immense fortune en Angleterre, ce qui faisait l'affaire de tout le monde, même si ça venait d'un flibustier. Il faut rappeler donc que les Espagnols étaient largement répandus à ce moment-là à travers le monde, qu'ils avaient notamment développé une route des galions dans le Pacifique Nord, reliant, on l'avait vu, le Mexique à la Chine via les Philippines. Bon, au XVIIe siècle, les Hollandais sont de plus en plus présents, dans un contexte où les Anglais, eux, étendent leur domaine aussi. Un exemple, Hollandais, 1615-1616, Lemaire qui réalise sa propre circumnavigation. Puis il réussit donc là aussi à passer le cap et éventuellement à passer par l'autre cap, celui au sud de l'Afrique, après être passé par Batavia. 1683, Dampier. Dampier, un Britannique à nouveau, un flibustier qui réalise une nouvelle circumnavigation qui traverse le Pacifique Nord dans un contexte où il faut rappeler, ces voyages permettent
d'accumuler des connaissances. C'est souvent des chercheurs, des scientifiques qui sont présents sur les navires, qui par exemple collectionnent des herbiers, qui font des observations sur les étoiles, sur les vents, sur la navigation, sur les peuples. Bon, donc Dampier lui-même rédige un récit à son retour. Il décrit l'île de Juan Fernandez au large du Chili, qui va notamment inspirer de feu pour son roman, son personnage de Robinson Crusoe. Au XVIIIe siècle, on le laisse entendre, ce sont bien sûr les Anglais qui dominent de plus en plus les mers, jusqu'à ce qu'au 19e, c'est eux qui vont carrément les dominer. Bon, 18e siècle, ce sont les voyages de Cook dans le Pacifique, qui est le navigateur parmi les grands navigateurs. Il va traverser le Pacifique pendant une dizaine d'années, plusieurs fois, 1768-79, et puis lui aussi, il va trouver la mort dans la région, dans ce cas-ci aux îles Hawaï, en passant ces voyages fantastiques de Cook ont été très bien décrits dans une œuvre de Jules Verne, consacrée à Cook. Ce qui est important de souligner, c'est que tous ces grands périples sur lesquels je me suis un peu attardé, ils ont laissé des traces fondamentales. Ils ont été à l'origine de contacts entre plusieurs civilisations, européennes et océaniennes. Ils ont contribué, bien sûr, ces grands voyages aux connaissances en Europe, des connaissances en botanique, des connaissances en navigation, en géographie, en anthropologie, même si quelquefois ça a amené des caricatures, des fabulations. Le personnage de Vendredi qui va mener au mythe du bon sauvage chez Jean-Jacques Rousseau. Donc des effets assez ambivalents sur les populations locales, mais enfin des effets tout de même. Et surtout, une suite. Au début du 19e siècle, les missionnaires entrent en scène, ils vont évangéliser justement ces bons sauvages. Les commerçants vont suivre, comme d'habitude. Le bois de santal va devenir un objet de convoitise un peu partout dans ces archipels, notamment à Hawaï. Pour le marché chinois, les Chinois aiment ce bois qui a une odeur, n'est-ce pas, très agréable, et on va l'échanger notamment pour la soie de Chine. Dans un contexte où il y a des aventuriers qui s'impliquent, où les baleiniers commencent à fréquenter de plus en plus le Pacifique, des baleiniers qui ont notamment pignon sur Boston, qui partent de Boston, qui font tout le tour, eux aussi, qui entrent et qui vont jusqu'aux îles Hawaï, qui vont devenir ces îles-là un lieu de rassemblement important pour ces baleiniers, donc pour la production de l'huile qui est vendue sur les marchés de Nouvelle-Angleterre. Je vous rappelle l'œuvre de Herman Melville, 1850 à peu près, Moby Dick, qui évoque donc cette époque. Ces Européens qui vont apporter des maladies, qui vont contribuer à décimer les populations, un peu comme en Amérique. Dans un contexte donc où aussi, à la fin du 19e siècle, on développe l'agriculture de plantation, copra, café, cacao, canne à sucre, notamment aux îles Hawaï, aux îles Fidji, où les Anglais amènent de la main-d'œuvre en provenance de l'Inde, on l'a laissé entendre plus tôt. Hawaï, où les Américains vont annexer l'ensemble en 1898, ils vont faire venir des travailleurs philippins, alors qu'il y avait déjà des travailleurs chinois et des travailleurs japonais. Et où finalement on va même se pratiquer une forme d'esclavagisme. On va parler de ces blackbirders, c'est-à-dire ces commerçants qui rassemblent des populations et qui les acheminent sous de faux contrats, de fausses promesses vers les plantations australiennes dont ils ne pourront jamais ressortir pour retourner dans leurs îles natales. Finalement, développement de l'économie minière entre les deux guerres, avec l'or de Nouvelle-Guinée, les phosphates de Nauru et d'Océan, cette île qui appartient à l'archipel de Kiribati, et bien sûr le nickel de Nouvelle-Calédonie. Dans un contexte donc où les grandes puissances se mettent à rivaliser de plus en plus et que cette rivalité culmine entre celle qui va opposer les États-Unis au Japon dans la Deuxième Guerre mondiale, le Japon qui va avoir attaqué Pearl Harbor en décembre 1941, le Japon donc qui veut contrôler l'accès aux ressources dans le sud du Pacifique, et donc cette reconquête du Pacifique par les Américains avec le revirement naval de mai-juin, victoire de Midway, et puis bien sûr victoire de la mer de Corail. Donc on est ici en Mélanésie. À partir de là, les Américains vont reconquérir, notamment avec Guadalcanal, une très dure bataille qui dure plusieurs mois, 42-43, et finalement qui se culmine avec la prise d'Okinawa en avril 1945, qui va être suivie éventuellement par les bombardements du Japon et les bombes atomiques. Il y a donc un nouveau partage qui se réalise après la guerre. Les Américains sont bien implantés dans le nord-ouest du Pacifique, très stratégique pour eux, face à l'Asie, face à la Chine, notamment avec leur base de Guam. La France est établie dans le centre-sud, l'Angleterre aussi est un peu présente dans la région, encore qu'aujourd'hui, elle a cédé l'essentiel de son domaine, soit à des pays indépendants ou à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Bon. Rappelons aussi que depuis cette Deuxième Guerre, le Pacifique est devenu un champ d'essai nucléaire, notamment pour les États-Unis et pour la France, encore qu'aujourd'hui les choses se sont calmées, qu'on a assisté à une marginalisation des peuples de la région qui étaient des peuples tournés vers la mer. Les civilisations de la mer océanienne sont des choses qui sont presque
du passé maintenant. Bien sûr, de multiples traits culturels pré-européens subsistent, mais il faut quand même reconnaître que dans cette Océanie, il y a deux grands ensembles qui dominent, à savoir le Pacifique anglophone et le Pacifique francophone. S'agissant de ce dernier, on parle bien sûr du domaine français, cette France qui est quand même le plus grand empire, qui contrôle le plus grand empire post-colonial au monde, notamment à titre de puissance maritime dans ce Pacifique. Un exemple d'un domaine français, la Nouvelle-Calédonie, territoire d'outre-mer, ce qu'on appelle affectueusement le Caillou, une île montagneuse, 21 degrés sud, dans le quart sud-ouest de ce Pacifique, une île longiforme, 200 000 habitants, une île qui a, comme bien d'autres lieux dans ce Pacifique, a d'abord été fréquentée ou visitée par James Cook en 1774. Milieu du 19e siècle, les missionnaires français commencent à fréquenter. 1853, l'île devient officiellement sous tutelle française. On y établit une colonie pénitentiaire, un peu comme les Anglais vont le faire en Australie, on y reviendra. Bon, une île qui est caractérisée par un peuplement kanak et européen. Sur la côte est, qui est plus arrosée, on retrouve plus essentiellement les Kanaks. Sur la côte ouest, plus les Européens. Là, d'ailleurs, où se situe dans le sud la capitale de Nouméa, qui rassemble près de 50% de la population. Une île très connue aussi pour ses ressources en nickel, ce qui est d'ailleurs la principale ressource de cette Nouvelle-Calédonie. Un prototype à bien des égards de ce qu'on pourrait appeler un domaine postcolonial avec les avantages et les désavantages que cela comporte, c'est-à-dire notamment ici une opposition entre une population d'origine mélanésienne, des Kanaks, plus de 40%, une population d'origine européenne, ceux qu'on appelle les Caldoches, un peu moins de 40%, quand même une 10-12% d'origine polynésienne, même une minorité chinoise, hein, diaspora oblige, on en a déjà parlé. Une île donc qui a été soumise à un mouvement... une île, un archipel, parce qu'il y a aussi les îles de la Loyauté qui en font partie. Un mouvement indépendantiste dans les années 80, qui a mené un référendum en 87 et un autre en 98, qui ont confirmé le maintien de la Nouvelle-Calédonie à l'intérieur du domaine français. Très différent ce cas de la Nouvelle-Calédonie de celui aussi très riche en enseignements historiques et géographiques de l'archipel des îles Hawaï, sur lequel, bien sûr, on ne peut pas s'étendre ici. Je vous renvoie au manuel où il en est question. Dans le sud-ouest du Pacifique, deux États très différents de ceux dont nous avons parlé au chapitre des archipels océaniens, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont à bien des égards des pays occidentaux, à l'extrême-orient de l'ensemble eurasiatique, des pays donc à la fois océaniens, à la fois européens et, comme je le laisse entendre, un petit peu asiatiques. L'Australie, le plus grand pays de l'hémisphère sud, je vous rappelle que le Brésil, qui est bien sûr... plus étendu, lui, est bi-hémisphérique. Cette Australie qui couvre 7,7 millions de kilomètres carrés, à peu près seulement 19 millions d'habitants, donc une densité inférieure même à celle du Canada, c'est-à-dire moins de 3 habitants au kilomètre carré, et seulement 6% du territoire qui est cultivé. Un pays en fait de pionniers, lui aussi, qui a fait l'objet de plusieurs explorations jusqu'à ce que Cook, encore le fameux James Cook, se pose dans Botany Bay, sur la côte est de l'Australie, en 1770. En 1978, 8 ans plus tard, un premier contingent de colons, constitué en bonne partie de bagnards, les convicts, sont établis donc en Australie, qui est donc une colonie pénitentiaire et qui le demeure jusqu'au milieu du 19e siècle. En 1850, cette colonie obtient de plus en plus d'autonomie par rapport à l'Angleterre. La colonisation s'accélère. Il y a une ruée vers l'or qui est enclenchée sur le versant intérieur de la cordillère. Du côté de Bathurst et de Bendigo, la population croît donc très vite. Se développent les mines, se développent les villes aussi. Entre 1850 et 1870, en 20 ans, la population passe de 400 000 à 1,6 million. Et puis, d'ailleurs, cela s'accélère à la fin du siècle avec une nouvelle ruée vers l'or, vers Kalgoorlie, donc dans l'ouest du pays, en direction de Perth, alors que se développe le chemin de fer. Au 20e siècle, l'agriculture elle-même commence à se développer parce que la demande vivrière locale s'accroît, bien sûr, avec cette croissance démographique. C'est d'abord une agriculture de subsistance, mais ensuite une agriculture qui commence à répondre à la demande en laine de la part de l'Angleterre, avec donc l'élevage du mouton.
Et bon, tout cela pour dire que ces secteurs-là se sont largement développés depuis, que l'Australie est devenue un grand pays à la fois minier et un grand pays agricole, très tourné vers les exportations. Je rappelle que le troupeau de moutons de l'Australie s'élève à 120 millions à peu près de bêtes qui sont élevées donc essentiellement pour la production de la viande, mais aussi de la laine. Le blé est important en Australie, un exportateur majeur, le coton, les vins, hein, la culture de la vigne est importante en Australie aussi, on l'a déjà mentionné. Les mines, l'Australie est un pays très riche en or, en diamants, en bauxite, en uranium aussi, en charbon et en fer, etc. C'est à cet égard-là un pays qui se compare beaucoup au Canada au point de vue de ses richesses minières. En 1998, les exportations agricoles de l'Australie comptaient pour à peu près 30% du total et celles du secteur minier aussi 30%. Un sommet, en fait. Il y a peu de pays dans le monde qui ont une aussi lourde composante agriculture, mine dans le commerce extérieur, surtout un pays qui est quand même un pays industriel, tourné beaucoup vers le marché asiatique, dont le Japon. Un pays donc finalement qui est développé, comme le Canada, avec des taux d'espérance de vie, d'alphabétisation, etc., qui se comparent. Bon, un pays qui est encore en fait aussi à la conquête de son propre Far West, avec une population qui demeure très très concentrée dans l'Est, qui est d'ailleurs plus urbanisée. L'ensemble du pays d'ailleurs étant très urbanisé, un des pays les plus urbanisés au monde, avec plus de 85% de sa population vivant dans les villes. Marqué donc par les grands espaces, c'est même assez caricatural dans la toponymie. Il y a beaucoup d'espaces en Australie qu'on appelle les grands ceci, les grands cela, les great, n'est-ce pas? Donc un territoire massif, un peu comme l'Afrique, centré sur un bouclier qui occupe la majeure partie du territoire, avec une petite bordure, pas une petite bordure, avec une bordure sur le versant oriental, qu'on appelle le Great, justement, Dividing Range, la cordillère australienne, bordure largement hercynienne, mais aussi calédonienne dans le sud, qui culmine à quelques 2300 mètres, 2200, le mont Kosciuszko. On appelle ça les Alpes australiennes, mais en réalité, il ne s'agit pas d'un système alpin, il s'agit d'un système de massif ancien. Le Great Barrier Reef, la grande barrière corallienne ou le récif de la grande barrière, sur le versant intérieur, de l'autre côté du Great Dividing Range, les bassins de la Murray et de son affluent le Darling, le fleuve Murray et son affluent la rivière Darling, qui correspond au cœur agricole de l'Australie, production pour ce qui est de l'agriculture au sens strict du terme, notamment là aussi la culture de la vigne, les cultures fruitières. On est donc ici en Nouvelle-Galles du Sud, l'État principal. Donc. Des eaux de ce Murray se jettent dans la grande baie australienne, le Great Australian Bight, n'est-ce pas, avec la plaine de Nullarbor très basse qui donne, elle, sur un intérieur de plus en plus désertique et surtout un ouest très désertique avec le Great Victoria Desert et le Great Sandy Desert, grand désert de sable. Il faut rappeler que l'Australie est largement désertique. Il y a 40% du pays qui reçoit moins de 25 cm de pluie ou 250 mm, donc un seuil en deçà duquel on parle de désert, et puis un autre 25% du territoire qui en reçoit moins de 50. D'où la très grande importance au cœur de cette Australie de ce qu'on appelle le Great Artesian Basin, le grand bassin artésien, en bonne partie dans le Queensland, qui est une source très importante d'eau pour les élevages extensifs qui caractérisent cette Australie. Aussi marquée par les grands réseaux de communication, étant donné l'étalement du peuplement, et surtout cette longue distance entre la côte Est et la côte Ouest avec Perth, des grands réseaux routiers comme aux États-Unis, comme au Brésil, les camions comptent pour beaucoup dans les transports. La propriété de la voiture automobile est très élevée en taux, quelques 580 voitures pour 1000 habitants en 1997, un taux comparable à celui du Canada, deuxième au monde en fait, et un développement ferroviaire considérable, notamment donc vers Perth et vers Alice Springs, au cœur de l'Australie, des régions désertiques. L'autre Dominion blanc, comme on les désigne quelquefois, la Nouvelle-Zélande, moins de 4 millions d'habitants, 14 habitants au kilomètre carré, 2% seulement cultivés, mais près de la moitié du territoire consacré au pâturage. Un domaine alpin, 3700 mètres d'altitude, des glaciers, des plateaux et même des cônes volcaniques. Un pays très arrosé, des fortes pluies, surtout sur le versant ouest et surtout dans l'île du Sud. Ici, à rappeler, la mer n'est jamais loin. On est sur un territoire dont les côtes sont largement découpées, percées de nombreux fjords. Un pays largement forestier, environ 30% en forêt. Je vous rappelle que l'Australie, elle ne compte qu'à peu près 5% de son territoire en forêt. Un climat donc aussi, au fond, malgré qu'il soit très arrosé, un climat très tempéré, sans gel dans les basses terres, donc très favorable à l'agriculture et à l'élevage.
qui a fait l'objet d'une pénétration coloniale très tardive. Ici aussi, Cook est venu faire son petit tour. En fait, il a fait le tour de l'archipel en 1769, pardon. Mais la colonisation était tardive parce que la résistance des aborigènes, les Maoris, était très forte et la véritable installation ne s'est faite que vers les années 1830-1840, en bonne partie à partir de l'Australie. À une époque où déjà, dès sa naissance, ce pays moderne était très moderne, à savoir qu'il était très démocratique. En 1840, des droits civiques égaux ont été reconnus aux Maoris, à cette minorité qui compte encore pour 10% de la population aujourd'hui, alors qu'en Australie, les aborigènes ne comptent que pour 1%. En 1893, le droit de vote a été accordé aux femmes, c'est le premier au monde. Et puis d'une façon générale, les Maoris dont je viens de parler sont beaucoup mieux traités, donc les aborigènes en Australie. Un pays donc agricole et pastoral, 50% du territoire en pâturage, en gros 50 millions d'ovins, ce qui est beaucoup pour une population qui n'a pas 4 millions de personnes. Quatrième ou cinquième troupeau, donc sur ce plan au monde, exportateur de laine, deuxième après l'Australie, premier exportateur de viande d'agneau, ressources énergétiques suffisantes, hydrauliques pour l'hydroélectricité locale, pas d'immenses barrages, mais beaucoup de petits barrages, charbon, gaz naturel, énergie géothermique, donc quand je vous dis qu'on parle d'un pays moderne, une île du Nord qui est beaucoup plus peuplée, plus urbanisée, mais même elle, autant que l'île du Sud, font l'objet d'une industrialisation que j'appellerais douce, celle d'un pays qui s'ouvre de plus en plus sur les marchés mondiaux, notamment dans le domaine financier, pour le tourisme, et notamment de plus en plus vers l'Australie et vers l'Asie dans le cadre d'une mondialisation qui touche, on l'a vu et on le verra, l'ensemble de la planète. Les littoraux tant de la Nouvelle-Zélande que de l'Australie, et dans ce cas surtout sur le versant oriental, sont percés de nombreuses baies très avantageuses pour l'aménagement des ports. C'est le cas, entre autres, de Sydney et de Auckland, deux immenses ports très bien installés au fond de baies qui se font en quelque sorte face de part et d'autre de la mer de Tasmanie, bien que, bien sûr, le port d'Auckland soit tourné vers l'Est comme Sydney. Donc, deux pays très urbanisés, on l'a déjà souligné. Dans le cas de l'Australie, Sydney et Melbourne, qui sont les deux grandes rivales, comptent pour à peu près 40% de la population totale du pays, dont la population urbaine, je le rappelle, compte pour plus de 85%. Si on ajoute en Australie Brisbane, Adelaide et Perth, Brisbane au nord de Sydney, Adelaide sur le versant sud du pays et Perth loin à l'ouest, on en arrive avec un total de plus de 60% de la population du pays vivant dans 5 villes. C'est presque un record mondial. Sydney, plus de 4 millions d'habitants versus 3,5 pour Melbourne. Donc Sydney, ville très bien située, adossée aux Blue Mountains, une composante de cette bordure du massif ancien, au nord de Botany Bay, là où s'était posé James Cook en 1770, probablement après la Pérouse et après que même des explorateurs portugais aient fréquenté. Mais enfin, le repère historique pour les Anglais, c'est James Cook. La ville elle-même a été fondée en 1788 autour du site d'une ria un peu au nord de Botany Bay, une autre ria, celle de Port Jackson. Et ce site a profité pour son développement de la ruée vers l'or, que l'on a découvert sur le versant intérieur, on en a déjà parlé, de la cordillère, ce qui fait un peu penser à San Francisco. L'importance de la ruée vers l'or a souvent contribué au développement de villes côtières sur ce Pacifique. Au cœur donc du littoral qui est devenu le noyau de la population de l'ensemble de l'Australie, l'essentiel de la population est sur ce littoral, en gros entre Brisbane et Melbourne, enfin plus au nord même que Brisbane. Parce que donc Sydney est à mi-chemin en gros entre ces deux villes, Brisbane et Melbourne. Appuyé sur un arrière-pays minier, on vient de le laisser entendre, non seulement l'or, mais aussi le charbon de Newcastle, un arrière-pays agricole, notamment viticole, dans la Hunter Valley. Premier port du pays, capitale industrielle, il ne faut pas l'oublier, capitale financière, bourse de la laine. La bourse de la laine au monde, elle est ici. Aussi une capitale culturelle, il y a quand même 3 universités à Sydney. Il y a un opéra très bien logé, on y reviendra. Une ville cosmopolite, il faut le rappeler, jeune. Les 25% de la population est constituée par des immigrés de première génération, parmi lesquels les Asiatiques sont très nombreux, les Chinois notamment. Toutes choses qui font que Sydney est aussi un objet de tourisme important, en bonne partie en provenance de cette Asie.
Une ville qui bénéficie de plages à proximité, y compris la célèbre plage de Bondi, au sud du noyau urbain, bénéficiant d'avantages climatiques. On est ici dans une zone subtropicale à 34 degrés sud, bien qu'il y ait des pluies abondantes, on est quand même très favorisé au point de vue des températures. Une ville qui, à bien des égards, est dans le vent, dans tous les sens du terme, très étalée, près de 2000 km² occupés par l'ensemble de l'agglomération, ce qui impose évidemment des contraintes de déplacement et des banlieues qui sont à 50 km du centre, mais aussi un centre donc qui demeure tout à fait remarquable, tout à fait spectaculaire. Le site est avantageux entre la mer et la montagne, bénéficiant d'espaces verts, de parcs, un jardin botanique, de plages, j'en ai parlé. Un grand étalement qui s'est tellement accru au cours des dernières années que Botany Bay, qui était en marge en fait, de l'agglomération, qui avait été fondée autour de Port Jackson, était maintenant intégré au tissu urbain. Tout cela étant desservi, bien sûr, par un réseau d'autoroutes qui, en fait, desservent même l'intérieur où se sont établies les installations olympiques, n'est-ce pas, de septembre, pour les Jeux olympiques de septembre 2000. Centré sur une cité olympique, Homebush Bay, mais aussi un étalement de toutes les installations olympiques, tant à l'intérieur, au nord qu'au sud, que sur le littoral. Ceci dit, les grands repères urbains classiques demeurent le Sydney Harbour Bridge, construit en 1932, qui est tout à fait remarquable par son arche qui domine le port de 50 mètres, ce qui permet aux navires d'y entrer facilement. Un pont qui est non seulement spectaculaire, mais qui est très utile, puisqu'il est franchi par 8 voies routières, 2 voies ferroviaires et une piste cyclable. Un autre repère important, l'Opera House, dont on parlait tout à l'heure, avec une architecture très saisissante, avec cette toiture voilée, n'est-ce pas, sur la pointe de Bennelong. Et puis, bien sûr, un gratte-ciel tout à fait étonnant, le Center Point Tower, qui culmine à plus de 300 mètres. Autre ville ouverte, n'est-ce pas, un peu comme Sydney. On est maintenant en Nouvelle-Zélande, à 2000 km de Sydney, avec donc le port de Auckland, qui n'est pas une capitale aujourd'hui, mais qui est bien sûr la métropole de la Nouvelle-Zélande, plus d'1 million d'habitants, 30% de la population urbaine du pays, un site tout aussi splendide sur l'isthme nord, donc de l'île du nord de cette Nouvelle-Zélande, entre des cônes volcaniques, une ville fondée récemment à l'échelle de l'histoire des villes, 1840, qui a été capitale pendant 25 ans, alors que Wellington est devenue capitale, une ville mieux centrée sur la pointe sud de l'île du Nord, un peu comme Ottawa, compromis entre Toronto et Montréal. Il y a bien des pays qui ont fait ça, essayer de décentrer leur capitale, ou de la recentrer plus exactement. Métropole industrielle, ville cosmopolite, notamment par la présence de 60 000 Maoris. Le plus grand musée maori au monde est bien sûr ici, un des remarquables musées anthropologiques dans le monde. Un pays et une ville, Auckland, qui se caractérise par l'ouverture sur l'Extrême-Orient, sur l'Asie, n'est-ce pas, sur son voisin bien sûr australien, mais aussi sur cette Asie, toute chose qui rappelle que cette quête de l'Asie, elle est en quelque sorte terminée. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, à leur tour, se tournent vers elle. 2 ports donc ouverts sur le monde, symbole de la mondialisation. La mondialisation avec laquelle les géographes et la géographie ont à se coltiner, c'est celle d'un monde qui change, d'un monde qui grandit, notamment au plan démographique. C'est celle d'un monde qui se multiplie, notamment au plan des nations, ou plus exactement des États. C'est celle d'un monde qui change et qui souffre aussi par les guerres. Nous avons eu l'occasion d'en évoquer, des conflits et l'importance qu'ils ont à l'échelle planétaire. Les catastrophes aussi, notamment les catastrophes écologiques, et dans un contexte où la quantité d'informations qui concernent tous ces éléments s'accroît et circule de plus en plus vite. Je me permets de rappeler ici qu'il y a 2000 ans, le monde comptait environ 250 millions d'habitants. En l'an 0, la Chine comptait 70 millions d'habitants, estime-t-on aujourd'hui, l'Inde 45, le monde européen 30. En l'an 200 de notre ère, l'Empire romain englobait quelques 46 millions d'habitants, dont 28 des 36 que comptait l'Europe, ce qui veut donc dire que l'Europe n'avait gagné que 6 millions en 2 siècles. Rome, à l'époque, était la plus grande ville du monde, 650 000 habitants. On a vu qu'aujourd'hui, il y a des villes de 20 ou 25, des agglomérations de 20 ou 25 millions d'habitants. En l'an 1900, la population du monde était d'1,6 milliard. En l'an 2000,
elle est de l'ordre de 6 milliards, un peu plus de 6 milliards en fait. Entre 1990 et l'an 2000, pour prendre ce seul exemple, la seule Europe, enfin l'Europe au sens large, a gagné une vingtaine d'États. Bon, je rappelle donc dans un contexte où la connaissance du monde et la transmission de cette connaissance s'accroissent et s'accélèrent. La croissance démographique, ceci dit, bien qu'elle va durer, elle va ralentir. On a parlé de 80 millions d'accroissements annuels à peu près au début du 21e siècle. Mais la pression et la compétition pour les ressources, elle, ne va pas ralentir. Avec l'accroissement de la richesse du monde, des désirs du monde, la pression va s'accroître. Les migrations, notamment entre pays pauvres et pays riches, vont continuer et vont se mondialiser encore plus. L'interdépendance, donc, entre les diverses régions du monde et les divers États, va s'accroître. Les identités, à cause de cela, souvent seront à redéfinir. Elles seront même parfois en péril. Elles joueront le rôle de refuge légitime d'ailleurs. Pensons au cas de l'Europe contemporaine, qui est à la fois la région du monde politiquement la plus avancée, celle qui s'unifie le plus à l'échelle plurinationale, mais qui en même temps se divise. Ça peut paraître paradoxal, mais au fond, ce n'est pas nécessairement un paradoxe. Ce n'est pas un hasard. Les sociétés les plus expérimentées politiquement, c'est-à-dire les sociétés européennes, sont à expérimenter les effets de la mondialisation et la résistance à la mondialisation, la résistance légitime à celle-ci, à ces effets parfois pervers. D'où la nécessaire vigilance de la géographie. Le monde est objet d'émerveillement, je tiens à le rappeler. Un des phénomènes qui l'illustre le mieux, c'est l'essor du tourisme. Le tourisme est l'une, sinon la plus grande industrie au monde. Ça témoigne de l'émerveillement du monde, il ne faut pas l'oublier. Et c'est aussi un moteur, faut-il le souhaiter, de rapprochement. Le monde doit donc aussi être un objet de surveillance, de vigilance, notamment par la géographie. Il ne faut pas laisser, comme nous l'avons dit en introduction, les savoirs du monde entre les mains des seuls états-majors. Il faut refuser à la géographie le rôle de savoir instrumental parce qu'elle va devenir dérisoire, elle va devenir éphémère, comme tous les savoirs instrumentaux qui font leur temps. La photo cède à l'image satellitaire, la radio à la télé. Quelque chose qui est trop ciblé, qui est trop instrumental, est en péril. Il est donc, je le rappelle, important de maintenir la tradition de ce savoir total, d'éviter à la géographie de sombrer dans le statut d'outil unique du premier pouvoir de passage. Parce que la géographie est un savoir d'ouverture sur le monde, un savoir émancipatoire, on l'a rappelé. Mieux connaître le monde permet de mieux l'habiter, de mieux composer avec. Aucune société ne peut se passer, je vous le rappelle, je vous le signale, de philosophie, de poésie, d'histoire et de géographie. Aucune société ne peut se passer de se connaître et de connaître le monde, étant donné que ce monde se mondialise de plus en plus. La connaissance que les géographes privilégient entraîne des obligations pour eux-mêmes. La capacité, les devoirs de la géographie, c'est la capacité, le devoir d'explorer le monde, celui qui change vite, de le surveiller, de le suivre, de l'expliquer aussi. La capacité, le devoir de tenir compte des échelles du monde, des échelles qui font que, par exemple, les prix dans une région du monde ont des influences sur d'autres. Et c'est la connaissance de ces autres mondes qui vont faire qu'on va mieux connaître ce qui se passe dans celui que l'on habite au quotidien. Les conséquences de la mondialisation sont donc des choses qui doivent être un objet d'étude de la géographie, parce que la connaissance permet aussi des émancipations. Il y a peu de savoirs émancipatoires qui ne sauraient être des savoirs globaux, parce qu'ils fournissent des perspectives, les savoirs globaux, ils fournissent des reculs. Si l'on ne comprend pas ce qui nous tombe dessus, si l'on ne comprend pas ce qui nous tombe dessus au niveau des politiques, au niveau économique, au niveau culturel, c'est parce qu'on ne connaît pas le monde et on a donc difficulté à composer avec. La mondialisation, ce n'est pas seulement une chose à laquelle il faut résister, c'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Ce n'est pas d'ailleurs quelque chose auquel il faut résister, c'est quelque chose qu'il faut gérer, qu'il faut savoir comprendre et donc maîtriser. Ça veut donc dire s'attacher à la connaissance du monde, ça veut dire être vigilant, ça veut dire lire, ça veut dire parcourir le monde, le parcourir dans les livres, le parcourir sur le terrain, faire du monde un objet non seulement d'émerveillement et d'appréhension, mais un objet de connaissance, un objet de gestion de sa vie quotidienne. Connaître le monde, c'est aussi connaître le monde dans lequel on vit, je le rappelle. Ça génère ce que j'appelle l'autonomie devant le monde, ça nécessite la passion du monde,
une passion qui ne doit pas être toujours aussi intense que celle que j'ai parfois donné l'impression comment dirais-je, de faire mienne. On n'est pas obligé d'être toujours aussi rapide que j'essaie de vous proposer de l'être en connaissant le monde. Tout ce que je vous suggère, tout ce que je vous invite à faire, c'est de maintenir une curiosité pour le monde. Vous verrez, c'est utile.